Et cela veut dire que le comportement vis-à-vis de la violence et de la terreur au sein de la population, pendant la guerre civile, était très particulier. La situation était complexe, tout à fait particulière. Lénine ne tint évidemment pas sa promesse d'un gouvernement du peuple par le peuple. Et toute révolte était impitoyablement punie. Makhno, l'anarchiste ukrainien, héros de la guerre contre les Blancs, repartit en guerre avec un mot d'ordre, les soviets et pas les bolcheviks. Il fut battu et partit en exil. C'est Lénine qui a inventé le goulag, et non pas Staline, qui n'a fait que perfectionner le système. Les pistolets des tchéquistes ne suffisaient plus pour régler le compte de tous les contre-révolutionnaires, les terroristes et les saboteurs. Un paysan déporté écrit « Nous sommes menacés de mourir de faim. Chaque jour, un revolver est pointé vers notre poitrine. Une femme a été poignardée par une baïonnette et 2 hommes abattus. En 6 semaines, 1600 personnes ont péri. Nous vivons en grand danger, nos cabanes sont remplies d'excréments. Avec 250 personnes par cabane, nous tombons malades rien qu'avec l'air que nous respirons, en particulier les bébés. Il vaudrait mieux que la terre sombre dans la mer et qu'il n'y ait plus de monde, ni rien de ce qui y vit. » Lénine théorisa cette terreur de masse exercée au nom du prolétariat. Cette dictature n'est rien d'autre qu'un pouvoir libéré de toute loi, que ne retient absolument aucune règle, un pouvoir fondé directement sur l'usage de la force. Lénine, c'était le créateur de l'idée d'un parti doit être organisé pour la prise du pouvoir avec l'autorité vient d'en haut. On ne peut pas tolérer d'opposition à l'intérieur. Les oppositions, les fractions minent la puissance, etc. Et il a fait peur à Rosa Luxembourg. Il a été beaucoup de révolutionnaires dit, mais attention, on va aller vers une dictature, vers l'étouffement des libertés. Hein. Mais seulement, effectivement, c'était en même temps une bonne pratique. C'est vrai que ça a servi. Hein. La matraque, la trique, les déportations, les exécutions, la terreur, c'est utile. Hein. Je veux dire, c'est efficace quand c'est bien mené. Kronstadt, une forteresse sur une île, 30 km au large de Petrograd. Les marins de Kronstadt, héros légendaires, s'étaient déjà révoltés en 1905 et 1906. En février 17, ils s'emparent de la forteresse, exécutent les officiers supérieurs et forment un soviet. Ils sont en octobre les fers de lance de la Révolution. Anarchistes dans l'âme, en mars 1921, c'est leur dernière révolte. Les dirigeants de l'insurrection étaient ces marins de la mer Baltique qui avaient conduit la révolution à Petrograd. Ils ont choisi un slogan, les soviets sans les bolcheviks. La particularité de Kronstadt était qu'il y avait parmi eux beaucoup de paysans des provinces de Pskov, Novgorod. Ils recevaient des lettres de chez eux disant que les gardes rouges étaient là et qu'ils confisquaient tout ce qui peut être confisqué chez les paysans. Provisions, pain, pommes de terre et tout le reste, sans rien donner en contrepartie. En fait, les détachements chargés de la réquisition des aliments se livraient à un racket pur et simple. Après 17 jours de révolte, Kronstadt est écrasé par l'armée rouge et les marins fusillés ou emprisonnés, sauf ceux qui ont pu fuir en Finlande. La révolte et la répression de Kronstadt, comme celle des paysans de Tambov quelque temps avant, marquent la fin d'une utopie, la fin du rêve du gouvernement du peuple à travers les soviets. Désormais, c'est seulement au nom des intérêts supérieurs du parti bolchevique, défini par ses seuls dirigeants, que le pays sera gouverné. La survie du bolchevisme exige un pouvoir de plus en plus autoritaire. La destruction définitive de l'ordre ancien exige celle de l'Église orthodoxe. En 1922, les églises, les trésors, sont pillés sur les ordres directs de Lénine. Mais pour faire disparaître cette religion, qui n'a pas sa place dans la société socialiste, il faut éradiquer son clergé. Rien qu'en 1922, plus de 2500 prêtres, 2000 moines, 3500 moniales seront tués. La place est libre pour les tenants de la nouvelle foi. Maïakovski, héros du bolchevisme, grand poète futuriste avant 1914, masse d'amour et masse de haine, disait-il de lui, plongea avec sa nature ardente, son génie et un enthousiasme total dans cette révolution qui allait forger cet homme nouveau, ce monde nouveau dont il avait toujours rêvé. Il se suicida en 1930. En 2006 à Moscou, une grande exposition lui est consacrée. J'ai barré d'un trait la carte du quotidien en renversant la couleur d'un verre. J'ai montré sur un plat de gelée les pommettes obliques de l'océan.
Sur l'écaille en fer blanc d'un poisson, j'ai lu l'appel de lèvres nouvelles. Et vous, pourriez-vous jouer un nocturne sur la flûte d'une gouttière? Ce poème est un poème clé. Avec lui, Maïakovski est entré dans le monde de la poésie. Il y a une sorte de frontière entre la poésie égale et belle, aux sonorités douces, et celle de Maïakovski. Avec ce poème, Maïakovski s'est imposé comme un homme nouveau dans la poésie. Nouvelle rime, nouveau thème et une nouvelle prosodie. Lénine n'appréciait que modérément l'avant-gardisme de Maïakovski, que soutenait avec fidélité son ami Lunacharsky, le grand responsable de la culture et de l'éducation. Les rapports entre Maïakovski et Lunacharsky étaient extraordinaires. Lunacharsky aimait Maïakovski. Même si Maïakovski critiquait parfois Lunacharsky, celui-ci s'adressait à Maïakovski avec beaucoup d'autorité. Il voyait l'immense talent de Maïakovski. Il comprenait que Maïakovski pourrait apporter à l'art qui venait, à l'art socialiste, un grand renouveau, qu'il était l'homme que la nouvelle vie attendait. Lunacharsky était très proche des groupes les plus modernistes, mais il avait une fonction politique. Il était commissaire pour l'enseignement. Cela équivaudra à nos ministres de la Culture. Et s'il pouvait laisser le champ libre à une nouvelle forme d'art insolite, il devait aussi trouver l'argent pour soutenir les artistes. Et avant tout, penser aux prérogatives de la Révolution et à son maître, Lénine. Pour qui la révolution signifiait en premier lieu de former les ouvriers et les paysans. D'abord les alphabétiser, car c'était un pays qui était illettré à 80%. Et nous ne pouvons pas dire que Lénine n'avait pas le sens de la culture. Mais Lénine était un pragmatique, c'était un politicien. Et il pensait que ce qui était primordial, c'était que ce peuple puisse apprendre à lire et à écrire. La propagande, à l'égal de la violence, avait toujours été considérée par Lénine comme une arme décisive. Dziga Vertov, l'un de ces brillants cinéastes qui rejoignirent la Révolution, était un génial documentariste, un grand poète. Il faisait découvrir, sur un train qui sillonnait la Russie, le cinéma à des gens qui n'avaient jamais eu la chance d'en voir. La Russie était immense, et le train, le seul moyen de la traverser, c'était des maisons de la culture ambulantes qui allaient d'un bout à l'autre du pays. Cette expansion culturelle vers l'intérieur de la Russie impliquait des expositions de peinture, des projections cinématographiques. C'est pour ça que Lénine disait « Le plus important des arts est l'art cinématographique ». Des caravanes avec gramophone racontaient les actes et diffusaient les discours de Lénine. Un gigantesque programme culturel et révolutionnaire. Ce qui est magnifique, c'est que cette expansion était apparemment minimale, alors qu'intérieurement, les tentacules du processus atteignaient les régions les plus éloignées, les coins les plus reculés. À l'époque, l'idée de jouer un opéra ou un spectacle classique pour les paysans ne paraissait pas tellement utopique. La Révolution et la guerre civile n'avaient pas d'un coup de baguette magique fait sortir la Russie profonde de son illettrisme, d'où l'utilisation intensive de l'image au service de la propagande. Les affichistes étaient remarquablement inventifs et efficaces dans ces années d'âge d'or de la culture russe, où peintres, sculpteurs, musiciens, hommes de théâtre, architectes rivalisaient de talent. Mais cela ne dura pas, et les génies russes partirent pour la plupart en exil. Lénine, et encore moins son successeur, n'appréciait guère l'avant-garde et la liberté qui va avec. Les grands peintres, les Kandinsky, Chagall, Larionov ou Goncharova
ont commencé à définir leur ligne artistique, futurisme et constructivisme, avant la Révolution. Nous connaissons de nombreux tableaux qu'ils ont peints en 1906, 1907, 1914, 1915. Mais pour eux, la Révolution signifiait sur ce point un incroyable enrichissement, parce que leur sentiment, c'était « désormais tout est permis ». À présent, nous pouvons tout faire. C'est une liberté sans borne que nous avons, nous les artistes. Et en plus, nous avons un État qui n'exerce plus de contraintes par l'intermédiaire de l'Académie des